Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce webinaire APAWatt dévolu aux entraînements électriques. Mon nom est Nicolas Macabré, je travaille pour le bureau d'ingénieurs Planaire SA et je suis depuis une dizaine d'années en charge de l'optimisation des entraînements électriques dans le cadre de différents programmes pour la Confédération ou pour des cantons. Avant de commencer, juste deux questions pratiques. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qui se trouve en haut à gauche avec un petit point d'interrogation. Vous avez la possibilité de cliquer et de poser vos questions et vous aurez aussi la possibilité d'accéder à un formulaire de satisfaction à la fin, donc on pourrait compléter à la fin. Voilà, donc je démarre avec ce webinaire APAWatt. Donc quelques mots sur APAWatt. Donc APAWatt, c'est un projet européen qui fait partie du programme Horizon 2020. Son objectif, en fait, est de développer les investissements et les démarches en vue d'optimisation énergétique dans le milieu industriel à travers la formation et à travers la mise à disposition d'une plateforme d'information. Donc, l'idée est de promouvoir l'efficacité énergétique, la culture de l'énergie dans les entreprises et puis une chaîne d'approvisionnement durable. Donc, le présent webinaire fait partie de la thématique de l'efficacité énergétique. Alors, première chose, la motivation. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en fait au... Attendez, excusez-moi, non, voilà, les objectifs du webinaire. Donc, les objectifs sont en premier lieu de comprendre pourquoi les entraînements électriques sont une thématique centrale dans la réduction de la consommation d'énergie électrique dans l'industrie. On va aussi déterminer en fait quelles méthodologies, quels outils peuvent être mis en œuvre pour réaliser des analyses et des optimisations. On va aussi décrire quelques soutiens financiers qui sont à disposition des industriels. On va aussi vous présenter quelques exemples toujours tirés de l'industrie et puis on conclura avec quelques bonnes pratiques. Donc on démarre avec la motivation. Donc, pourquoi s'intéresser aux entraînements électriques dans l'industrie? Eh bien, pour rappel, donc, un entraînement électrique, il s'agit en fait d'un équipement qui assure différents types de fonctions, comme de mettre de l'air en mouvement, de mettre un élément de traction en mouvement, des choses comme ça. Et il est défini en fait par un équipement qui est un moteur électrique. Et dès le moment où on a un moteur électrique, on parle d'un entraînement électrique. Il s'agit aussi d'une chaîne énergétique, hein, puisqu'on voit qu'au départ, l'électricité provient du réseau, et puis on a des utilisateurs qui, eux, reçoivent une autre forme d'énergie mécanique, aérolique, etc. Et on peut voir en fait que cette chaîne n'est pas parfaite, puisqu'on voit les pertes à chaque étape, à chaque maillon, et si on démarre avec 100% d'énergie au niveau de l'entrée de la chaîne, et bien à l'extrémité, à l'autre extrémité, on a 46% d'énergie qui est utilisable pour les utilisateurs. On peut voir en fait ici un cas typique où sur une telle chaîne, sur un ventilateur, on voit que le plus de pertes se situe au niveau du ventilateur qui est l'élément souvent sensible, l'élément entraîné et l'élément sensible en fait de la chaîne que constitue un entraînement électrique. Toujours en termes de motivation, donc pourquoi un intérêt pour les entraînements électriques? Eh bien, si on regarde sur l'image de gauche, on voit la consommation d'électricité en Suisse et on voit la part de la consommation totale d'électricité en Suisse. La part des entraînements électriques est de 47%. Ça signifie que près de la moitié de toute l'électricité consommée en Suisse l'est dans des entraînements électriques. Dans l'industrie, c'est encore plus flagrant, puisque dans l'industrie, on voit que c'est 75% de la consommation d'électricité qui est dans les entraînements électriques. Alors, évidemment, dans une démarche pour réduire la consommation d'électricité, il est évident que les entraînements électriques sont un thème clé. La consommation totale d'électricité, c'est 58 TWh par année, et puis les entraînements électriques, 27 TWh. Pour ce qui concerne les différents types d'entraînements électriques, eh bien, la consommation des entraînements électriques dans l'industrie, c'est 14 TWh, et on voit comment elle se répartit sur l'image de gauche. Ce sont les pompes, les ventilateurs, les compresseurs de froid, l'air comprimé, ensuite il y a des machines tournantes et des convoyeurs. On voit que les quatre premières catégories, des pompes jusqu'aux compresseurs, en fait, elles représentent près de 75% de la consommation. Et puis, si on regarde l'image de droite, c'est les potentiels d'économie. Alors, on voit que ces quatre mêmes types d'équipements représentent à peu près 80% du potentiel d'économie associé aux entraînements électriques. C'est pourquoi on se concentre en général sur ces quatre premières catégories.
Pour l'OFEN, de manière globale, on estime que tous les entraînements électriques confondus dans l'industrie, 20 à 25% pourraient être optimisés, c'est-à-dire 3000 gigawattheures ou 3 TWh, ce qui représente plus de 5% de la consommation d'électricité en Suisse. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors, en quoi est-ce qu'il est intéressant finalement de recourir à des solutions plus efficaces? Si je prends ici l'exemple, je démarre avec un petit exemple introductif, un moteur de 50 kW qui fonctionne toute l'année, qui a à 100% de sa charge et qui coûte 10 000 francs et qui a, dans le prix du courant électrique, est 12 centimes le kilowattheure. On peut se poser la première question, c'est que représente finalement la consommation d'électricité par rapport à l'investissement? À quel moment est-ce que le coût de la consommation d'électricité va égaliser le coût d'investissement? Et sans surprise, c'est assez rapide, mais c'est à peu près 2 mois. Donc comme le montre en fait le fromage qu'on voit en haut à gauche, on voit que sur la durée de vie d'un équipement, l'énergie électrique, elle, la consommation, les coûts de la consommation d'énergie sont une part prépondérante de l'ordre de 96-97%. L'investissement, c'est que 2%, et puis l'entretien à peu près 1%. Donc, après 2 mois, les coûts de l'énergie ont égalisé les coûts d'investissement. Si maintenant on s'intéresse à un autre point, si on estime que ce moteur n'était pas un moteur de la meilleure catégorie possible, mais on avait choisi un moteur plus efficace, qui a un rendement de 2% de plus, typiquement un moteur où le 92%, on avait pris un moteur de 94%, le surcoût pour ce moteur plus performant aurait été de 10%, c'est-à-dire qu'on aurait payé 11 000 francs plutôt que 10 000 francs. Quel serait à ce moment-là le retour sur investissement? Eh bien, la durée, c'est à peu près 1 an. Ça signifie que ce surinvestissement associé à un moteur plus performant, ce surinvestissement est récupéré en à peu près 1 année. Et puis, quand on considère une durée de vie de 25 ans, eh bien, il nous reste 24 ans pendant lesquels on va faire des économies d'énergie et des économies d'argent. Maintenant, sur une démarche des entraînements électriques, il y a une méthodologie et on peut s'intéresser à différents points. Donc déjà, d'où proviennent les économies d'énergie? C'est le premier point central. Comment identifier les entraînements qui sont prioritaires, donc qui ont beaucoup de potentiel d'économie? Quel type d'analyse on peut faire au niveau des analyses préliminaires et puis au niveau des analyses approfondies? Alors, quels entraînements privilégiés et quels sont les gains typiques? Eh bien, les entraînements privilégiés, je l'ai déjà dit, c'est les 4 qu'on a mentionné tout à l'heure. Ils ont encore, donc les pompes, ventilateurs et compresseurs, ils ont un autre avantage par rapport aux autres types d'équipements, c'est qu'en fait, il est possible en fait, de les caractériser. Donc on peut les mesurer, on peut déterminer leur performance. Si au contraire, vous avez un brasseur de chocolat ou un mélangeur ou quelque chose comme ça, puis je vous demande de déterminer quel est son rendement, c'est assez difficile. Tandis que si vous avez une pompe, eh bien, vous pouvez l'équiper avec des capteurs de pression, des capteurs de débit, et puis des grandeurs d'un wattmètre, et puis vous arriverez à déterminer le rendement en fait, de l'installation. Alors, parmi ces installations intéressantes, ici on représente le gain total en pourcent de situations réelles, de pompes, de ventilateurs, de monoblocs et de ventilateurs de procédés. Et on voit ici chaque point représente un cas réel, une analyse que l'on a faite dans le détail, et on voit quel est le gain total. Et on remarque par exemple pour les pompes qu'entre 20 et 60%, on a beaucoup de situations où le gain se situe entre 20 et 60%, donc on voit qu'il y a une grande distribution, ce n'est pas uniforme, mais on voit qu'il y a une grande part des équipements qui présentent un très beau potentiel d'économie. Ensuite, de point de vue méthodologique, on peut se poser la question à quel niveau travailler. Si je reprends l'exemple de ma chaîne d'entraînement, de mon entraînement électrique, on peut imaginer de travailler, de faire des optimisations sur chaque composant, donc sur les composants individuels, au niveau de l'entraînement électrique lui-même, ou en intégrant les utilisateurs qui ont un gros impact sur la consommation, on est à ce moment-là au niveau du système. Alors si je reviens sur les composants, au niveau de ces composants, on peut tenir compte du fait qu'il y a des prescriptions légales d'efficacité qui sont apparues ces dernières années. Et ces prescriptions légales, eh bien, elles ont un intérêt, c'est qu'en fait, il est obligatoire de les respecter, ce qui fait que les nouveaux ventilateurs, les nouveaux moteurs, les nouvelles pompes, etc., eh bien, elles sont plus efficaces, fonctionnent avec un meilleur rendement que les précédentes, ce qui fait que quand vous faites un remplacement, eh bien, vous avez un gain technologique, c'est-à-dire que vous allez gagner quelques pourcents par rapport à la situation d'avant, parce que les prescriptions font qu'on a des équipements maintenant qui sont plus performants obligatoirement.
Toujours au niveau du composant entraîné, hein, que ce soit une pompe, un ventilateur, un compresseur, on a vu qu'il n'y avait pas simplement de perte. C'est un élément qui est clé. Et puis en fait, il est très sensible au dimensionnement. Si je prends une pompe, par exemple, qui est mal dimensionnée, qu'est-ce qui se passe que provoque le mauvais dimensionnement d'une pompe, qui doit tourner peut-être 8000 heures par an, pardon, eh bien, on voit que typiquement, avec un mauvais dimensionnement, peut-être cette pompe, elle aura un rendement de 60%. Ce qui fait que la consommation d'électricité, donc la puissance électrique, sera en permanence de 20 kW. Si on avait bien choisi, puis qu'on avait fait un bon dimensionnement, le rendement serait de 80%, ce qui fait que la puissance électrique correspondante ne serait que de 15 kW. Donc, si on s'intéresse, qu'est-ce que ça provoque en fait sur la durée de vie d'un équipement, sur 20 ans? Donc, on voit la consommation des deux équipements pendant 20 ans, et bien on voit que on obtient une surconsommation de 800 000 kWh, soit à 15 centimes du kilowattheure, 120 000 francs. 120 000 francs qui vont être dépensés en trop pendant la durée de vie des équipements, uniquement parce qu'on a mal dimensionné au départ. Alors une pompe mal dimensionnée, voilà ce qui peut se passer par exemple. On voit ici la caractéristique en bleu, la caractéristique de la pompe, et puis en noir, on a la courbe de charge du réseau. Et en fait, cette courbe de charge ayant été mal déterminée, mal calculée, eh bien, le point de fonctionnement en rouge ne se situe pas sur les courbes de rendement près de 80%, mais plutôt à 60%. Ça veut dire que, voilà, au lieu d'être à 80%, on travaille avec 60%, donc on perd 20% de rendement en permanence. L'idée, c'est qu'en fait, on pourrait mettre une pompe, redimensionner une nouvelle pompe qui a une caractéristique différente et dont le point de fonctionnement nominal, donc le point à meilleur rendement à 80%, correspond justement au point de fonctionnement qui nous intéresse. Et à ce moment-là, le point de fonctionnement en rouge eh bien, se situe à 80% et pas à 60, plus à 60% comme dans la précédente, dans la pompe initiale. Voilà, ça c'était au niveau des composants. On peut aussi agir au niveau du système. C'est très important parce que souvent on a des gains importants pour peu d'investissement lorsqu'on travaille au niveau systémique. Ça signifie par exemple que quelque chose de très simple, c'est que la durée de fonctionnement peut être mal réglée. Typiquement, lorsqu'on laisse fonctionner des équipements pendant la nuit ou pendant des périodes où il n'y en a pas besoin, ça se trouve encore très fréquemment, ou alors on aurait besoin d'un débit plus petit, eh bien, si on ne règle pas la chose, eh bien, on a des surconsommations. Et eh bien, modifier cette situation ne coûte pas grand-chose et rapporte beaucoup. On a aussi la thématique du débit réel, le besoin réel, hein. Souvent, on a des débits qui sont des débits plus grands que ce que nécessiteraient les utilisateurs. On le voit par exemple lorsque l'on travaille avec, euh, avec du froid, quand on veut faire circuler du froid ou du chaud. Quand on constate que la température de retour est très proche de la température aller, eh bien, ça veut dire qu'en fait on a fait circuler du froid ou du chaud à peu près pour rien. Donc ça signifie en tout cas que le débit aurait pu être beaucoup plus petit. Et il est important ici de dire que très souvent on a un débit réel qui ne correspond pas aux besoins et ça c'est de la surconsommation. Un autre point qui est très fréquent, c'est la pression qui est trop élevée. La pompe produit une pression, par exemple au cas des pompes, une pression très élevée, qui est beaucoup plus élevée que celle qu'on a besoin sur les utilisateurs, ce qui conduit en fait à ce que l'on ait en fait des systèmes qui cassent la pression, des vannes, des choses comme ça, qui cassent la pression le long du circuit hydraulique. Et en fait, quand on sait que la puissance est proportionnelle à la pression, ben on est directement proportionnel, la consommation est directement proportionnelle à ces éléments. On a aussi la thématique du réglage. Si on fait un réglage par étranglement, donc on essaie de modifier le débit en étranglant à travers une vanne ou des choses comme ça, ou qu'on fait une recirculation de ce qui n'est pas utilisé, et bien là c'est aussi des consommations plus importantes que nécessaires. Et on peut aussi avoir des réseaux d'utilisateurs qui ne sont pas optimisés. Par exemple, si on travaille avec des vannes 3 voies plutôt qu'avec des vannes 2 voies, lorsque ce serait possible, ou alors que les branches du réseau ne sont pas équilibrées, et ainsi pour, dans la branche la plus déséquilibrée, avoir le débit suffisant, ça signifiera qu'on aura dans d'autres branches beaucoup plus de débit que nécessaire, donc de la surconsommation. Bref, agir à ce niveau système, ça peut conduire à des économies très importantes qui peuvent allègrement dépasser 50%. Toujours en termes de méthodologie, on a une démarche, on l'a dit, on a une démarche par étapes. Donc, lorsqu'on est sur un site industriel, on a un parc d'entraînement électrique hein, qui peut être très vaste, qui peut comporter des milliers d'entraînements électriques. Et on a une démarche qui consiste en une analyse préliminaire, et puis dans certains cas, une analyse approfondie, puis des optimisations qui sont proposées. Pour passer de la liste du parc d'entraînement vers l'analyse préliminaire, il faut des critères de présélection. Évidemment, si on a plusieurs milliers d'entraînements électriques, il faut savoir lesquels sélectionner. Donc il y a une série de critères que je vais vous montrer tout à l'heure.
Ensuite, lorsqu'on a fait une présélection de ces entraînements électriques, on peut mettre ces entraînements dans l'analyse préliminaire, démarrer l'analyse préliminaire avec quelques informations basiques par entraînement, et puis on peut à ce moment-là faire une évaluation des potentiels. C'est à ça que sert l'analyse préliminaire. Elle sert à évaluer les potentiels d'économie, et elle sert aussi à classer ces entraînements les uns par rapport aux autres et à prodiguer des conseils. Dans certains cas, on peut déjà proposer à ce stade-là des optimisations simples. Si ce n'est pas le cas, si on a besoin de plus de détails, de mieux connaître encore l'équipement, eh bien on fait une analyse approfondie qui passe par des mesurages, c'est-à-dire comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va mesurer des débits, des pressions, des choses comme ça, qui nous permettront de caractériser l'installation, donc de connaître son rendement réel et de connaître en fait le profil des besoins euh, de manière plus précise, ce qui nous permet en dernier recours en fait de proposer des optimisations et puis de les chiffrer, de savoir combien ça va coûter, de calculer les économies et puis déterminer la rentabilité, ce qui nous permet ensuite de refaire un classement des équipements qui ont été analysés dans le détail et de proposer un plan d'investissement. Pour faire tout ça, on peut faire ça tout seul, mais on peut aussi utiliser un outil méthodologique. Par exemple, nous avons développé chez Planaire, pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie, un outil qui s'appelle Velani Tool. Et cet outil, en fait, permet d'accompagner cette démarche avec différents modules qui vous permettent de manière logique de passer au travers ces différentes étapes. Donc, pour avant d'attaquer l'analyse préliminaire, on l'a dit, il faut un certain nombre de critères de présélection. C'est un grand nombre d'entraînements. Eh bien, comment, en fait, c'est d'ailleurs une des difficultés, ce manque méthodologique, ce manque de connaissances, c'est une difficulté qu'ont certains industriels, certains exploitants pour lancer cette démarche. Alors, ce qui est important comme critère, comme paramètre, c'est la taille, la puissance de l'équipement et puis son temps de fonctionnement. L'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc, soit on a un équipement qui est grand, qui tourne peu de temps, soit on a un équipement qui est petit et qui va tourner beaucoup d'heures. Alors ici, si l'équipement est relativement petit, à peu près 5 kW, eh bien, il faut au moins que ça tourne 5000 heures pour que ça vaille la peine de s'y intéresser. Si l'équipement est un peu plus grand, 15 kW, eh bien, 3000 heures peuvent suffire. Évidemment, cette situation ici, elle n'est pas absolue. Si vous avez un site dans lequel vous avez 10 000 entraînements électriques, vous pouvez partir d'exigences pour démarrer plus grandes, de dire qu'on va commencer à 25 kW et puis 5000 heures. C'est tout à fait possible. L'intérêt du tableau que vous avez là, c'est qu'en fait, en respectant ce tableau, vous aurez de toute façon en fait, des équipements qui auront un potentiel d'économie intéressant. Maintenant, cette analyse préliminaire, donc on peut effectivement la lancer, on peut utiliser l'outil Vellani. Donc, dans cet outil Vellani, quand on s'occupe déjà des pompes, admettons par exemple ici, dans cet exemple, on a 5 pompes, on a présélectionné 5 pompes, et puis on demande un certain nombre d'informations. Alors, ce sont des informations relativement simples et faciles à trouver. C'est la puissance du moteur, c'est l'année de quand date l'équipement, c'est la classe d'efficacité du moteur, ce sont les heures de fonctionnement annuelles. Là, on veut vraiment savoir combien d'heures on tourne. C'est savoir est-ce que la demande est variable, est-ce que cette demande est variable, est-ce qu'elle se fait via un converteur de fréquence ou un autre mode de réglage comme une vanne. Après, on s'intéresse encore à savoir s'il s'agit en fait d'une pompe de circulation ou d'une pompe de relevage. Une pompe de relevage, c'est pour monter de l'eau d'un niveau, un liquide d'un niveau A à un niveau B. Donc le circuit est ouvert, tandis que dans le cas de la circulation, c'est un circuit fermé, typiquement dans la distribution de chaud ou de froid. C'est important parce que le potentiel d'économie n'est pas le même. Pour chacune de ces demandes, en fait, on a toujours une aide qui vous permet en fait de savoir pourquoi vous vous demandez la chose et où vous pouvez trouver l'information. Voilà, donc pour chacun de ces entraînements, en fait, vous avez une consommation qui est estimée, et puis ensuite, une consommation est estimée et un potentiel d'économie est également estimé. On fait la même chose pour les ventilateurs, pour l'air comprimé, pour les groupes froids. Et avec ça, bon, pour l'air comprimé et pour les groupes froids, on a plutôt des questions sur le système, ce n'est pas des questions tout à fait le même style de questions. Mais enfin, après, on a un résultat qui est sous la forme d'un tableau final qui montre en fait les équipements les uns par rapport aux autres. Alors, dans l'exemple, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est un groupe froid qui est le plus intéressant puisqu'il permet d'économiser 32 000 francs par an. Ensuite, c'est l'air comprimé, ensuite c'est une pompe, etc. Donc on voit qu'on a un classement selon le volume d'économie que permet l'optimisation. Et ça nous permettra en fait d'aller de l'avant, de savoir quels équipements il faut privilégier dans l'analyse dans la suite. Alors justement cette suite, à l'analyse préliminaire, il y a deux situations possibles. La première, c'est qu'on peut faire une mise en œuvre tout de suite de mesures d'optimisation.
C'est le cas notamment par exemple dans l'air comprimé, où aussi les analyses montrent qu'en fait le circuit a beaucoup trop de fuites. Eh bien on peut colmater les fuites si on montre que ce n'est pas le bon sécheur, qu'on pourrait utiliser un autre sécheur qui est plus efficace, etc. Donc ça, on n'a pas besoin de faire une analyse de détail pour le savoir et pour mettre en œuvre ces optimisations. Lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, il faut passer par ce qu'on appelle une analyse approfondie ou une analyse de détail qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, basée sur des mesurages. Alors, dans cette analyse approfondie, eh bien, grâce au mesurage, on voit comment évoluent les puissances, la puissance aérolique, la puissance hydraulique, la puissance électrique, le rendement, on peut déterminer le rendement. On peut reporter en fait ces points de fonctionnement sur une caractéristique existante, par exemple d'une pompe. On peut déterminer comment on pourrait l'optimiser, comment on pourrait faire mieux d'un point de vue réglage, par exemple. Voilà. Donc, à partir de là, on peut chiffrer ces optimisations, comme je l'ai dit, calculer les économies, le retour sur investissement, etc. C'est à ça que sert l'analyse approfondie. Et à la fin, avec cette analyse approfondie, eh bien, on sait ce qu'on peut faire, combien ça va nous coûter et nous rapporter. Quelques exemples industriels. Alors typiquement ici des exemples qu'on a fait dans le cadre de nos multiples programmes, puisque je pense que chez Planaire on a dû faire une petite dizaine de programmes au niveau de la Confédération et des cantons. Quelques exemples, chez Saint-Gobain et Isover par exemple, on a fait une refonte de la distribution de froid. Les pompes ont été redimensionnées, etc. Et là, on a 430 MWh d'économie par an, ce qui représente à peu près 40% de la consommation. On a fait d'autres projets sur des ventilations, etc., où on a à peu près plus d'un gigawattheure d'économie. Chez USEB et Farchim, on a travaillé là sur des pompes et des ventilateurs, avec des réglages, des redimensionnements. Et là, on a atteint 600 MWh d'économie par an. Ce qui est intéressant, c'est que là, les économies individuelles, les gains individuels étaient de 25 à 80%. On a fait d'autres projets encore sur le froid qui représentent à peu près 700 MWh par an. Dans d'autres entreprises pharma, on a fait la même chose sur des monoblocs des pompes, on a 300 MWh par an. Chez Nescafé et Orb, là, on a travaillé sur des pompes et on a aussi travaillé sur des groupes froids avec une solution en introduisant des converteurs de fréquence au lieu des tiroirs, ce qui a permis en fait une économie de 600 MWh par an, ce qui ne représente que 10%, mais avec les soutiens de ProKilowatt, le retour sur investissement était inférieur à 3 ans. Actuellement, là, ça c'est toutes les choses qui ont été faites. Là, encore un projet qui est en cours, qui est en collaboration avec Atlas Copco. Ici, c'est l'optimisation d'air comprimé. On a deux nouveaux compresseurs qu'on va changer, etc. Essayer d'optimiser la chose. Et puis, l'idée, là, il a été déterminé qu'on gagnerait 50%, qu'on réduirait la consommation de 50%. Voilà, quelques projets parmi d'autres. Maintenant, toujours du point de vue des exemples, je prends deux, trois exemples, notamment une pompe dans un réseau de chauffage à distance. Ici, c'est un réseau, un cadre de 10 MWh thermiques, 10 MW thermiques, pardon, et puis des pompes de 25 kW. Et on remarque que c'est un système assez complexe où il y a des circuits été, hiver, des pompes été, hiver, etc. Enfin, c'est quasiment tout le temps les pompes été qui tournent. Et on a remarqué que même en conditions estivales, en fait, les pompes étaient extrêmement mal dimensionnées, puisqu'on voit en bas à gauche les points de fonctionnement qui ont été relevés. Si on fait un agrandissement de ces points de fonctionnement débit-pression, on voit qu'avec la couleur, le violet en bas, le rendement est de l'ordre de 10%, et puis en haut, il est de l'ordre de 48-49%. Donc le rendement global dans cette situation, le rendement moyen était d'à peu près 20%. Et on a découvert un autre problème, c'est que le différentiel de pression qui était exigé sur les consommateurs les plus éloignés était de 1,5 bar. Ça nous a paru beaucoup, on a discuté avec les fournisseurs de ces équipements et il est apparu qu'il était possible de baisser très fortement cette valeur, ce qui a fait que du point de vue optimisation, on a abaissé la pression de 1,5 à 0,5 bar, ce qui a amené un gain de 50% sur la consommation, et en redimensionnant les pompes, on a encore un gain supplémentaire de 25%. Donc une très grosse économie sur cette installation. Un autre équipement intéressant, ce sont des ventilateurs de refroidissement d'un four, d'un grand four de verre. Et là, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a deux situations différentes parce que le four, on doit faire un revamping tous les 10 ans, c'est-à-dire tous les 10 ans, il est usé, voilà, il doit être refait à neuf. Et puis, pendant les 5 premières années, eh bien, on a besoin de peu de ventilation. Et puis, les 5 dernières années, eh bien, la ventilation croît au fur et à mesure du temps. Et ça signifie que pour les ventilateurs, il y a deux états, il y a deux circuits aéroliques différents. On a remarqué en fait que dans le diagnostic, on a mesuré et on a vu en fait que les rendements étaient assez modestes, de l'ordre de 50%. Ici, on a fait un truc un peu particulier, c'est que exceptionnellement, on a remarqué en fait que dans une situation,
le ventilateur avait des performances modestes parce que le point de fonctionnement était mauvais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici ajouté un clapet, paradoxalement, ce qui nous ramène en fait dans une zone de fonctionnement où le rendement était bien meilleur. Par contre, le débit a été réduit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un deuxième ventilateur qui n'était pas utilisé, puisque dans la situation actuelle, il n'y avait qu'un ventilateur sur quatre qui tournait, donc on en a utilisé un deuxième qu'on a équipé d'un moteur IE4 converteur de fréquence, et puis on a ramené ces deux ventilateurs qui tournent avec un très bon rendement au débit souhaité. Ça a permis en fait d'avoir un rendement qui est passé de 50 à 70%, et puis 62 MWh d'économie, avec un retour sur investissement de 2,7 ans. Troisième et dernier exemple, c'est ici en fait l'alimentation d'une chaudière où en fait l'alimentation se faisait à travers deux pompes qui tournent en permanence et qui, en fonction de la mesure de la hauteur d'eau dans la chaudière, eh bien il y avait un réglage en fait d'une 23 voies qui faisait que toute l'eau qui dépassait le volume nécessaire retournait directement dans la cuve des condensats. En plus, on a remarqué qu'il y avait un diaphragme qui était placé pour réduire le débit et qui faisait augmenter la pression en sortie des pompes. Globalement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait un rendement de l'installation de 15%, ce qui est extrêmement mauvais. Donc on a supprimé le diaphragme, on a fait un réglage à la place, on a fait un réglage des pompes à la place des 23 voies, et ces nouvelles pompes dimensionnées avec conversion de fréquence, etc., ont permis des économies de 75%, et un retour sur investissement d'à peu près 3 ans. Voilà, pour conclure, je vais donner encore quelques bonnes pratiques, de démarches pratiques à lancer. C'est qu'en fait, il faut oser remettre en question une situation donnée. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est la bonne solution. Il faut éviter dans ce sens-là, en lien avec le premier point, tout remplacement à l'identique, parce que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où on perdait 120 000 francs sur 20 ans, si on remplace à l'identique, on va reperdre 120 000 francs sur les 20 ans qui suivent. Donc, tout remplacement à l'identique est à proscrire. Ça signifie qu'en fait, il faut faire une démarche d'analyse avant que le système ne tombe en panne et puis qu'il faille le changer dans l'urgence. Ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est que vous pouvez tester la démarche sur quelques entraînements de taille respectable, hein, avec des durées de fonctionnement significatives, un peu comme selon les valeurs que je vous ai données dans le tableau de présélection. Vous pouvez faire tenter la démarche, vous pouvez utiliser l'outil d'aide, un outil comme Vellani, ou utiliser Vellani, vous verrez que c'est effectivement intéressant comme exercice. Et puis, il ne faut pas hésiter à utiliser des programmes de soutien qui sont financés par ProKilowatt. Par exemple, le programme que on propose, c'est le programme Speed 2. C'est un programme qui a un intérêt parce qu'on fait des analyses, des pré-analyses qui sont gratuites. Donc, on utiliserait par exemple l'outil Vellani, on vous accompagne dans l'utilisation de l'outil Vellani. On fait une pré-analyse gratuite. Ensuite, s'il y a des analyses de détail qui paraissent judicieuses, eh bien, elles sont couvertes à 50%. Et puis, au moment où vous faites les mises en œuvre, si ce sont des mises en œuvre qui ne sont pas rentables, donc en temps de retour de plus que 4 ans, eh bien, elles peuvent être soutenues jusqu'à 40%, donc un soutien qui peut être très important à l'investissement. Donc globalement, faites-vous aider, hein. On sait que dans les entreprises, les gens, globalement, manquent surtout de temps, ils manquent de méthodologie, etc., mais ils manquent beaucoup de temps, donc c'est important que nous, l'Union Conseil du domaine, on puisse vous aider. Voilà, encore deux, trois slides sur l'intérêt en fait de travailler par exemple ici avec un moteur synchrone. Alors ici vous voyez deux courbes, la courbe du haut, enfin pardon, d'abord la courbe du bas c'est un moteur asynchrone, un vieux moteur asynchrone en fonction de la vitesse. Donc quand vous réduisez la vitesse, vous voyez que le rendement chute fortement. Et tandis que quand vous travaillez avec un moteur synchrone, vous voyez que même à vitesse réduite, eh bien le rendement est bien conservé, donc ça signifie que quand vous avez une vitesse variable, vous avez besoin de vitesse variable, et que vous passez du temps dans la zone à vitesse réduite, c'est vraiment très très intéressant de mettre un moteur synchrone. Encore une précision concernant l'utilisation des convertisseurs de fréquence, il faut les utiliser vraiment à bon escient, il ne faut pas les utiliser comme démarreurs, parce que si c'est pour démarrer, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ben voilà, ils servent à faire un démarrage en rampe avec une pente douce, mais après, en fait, ils ne servent à plus rien, mais ils produisent toujours des pertes. Il faut aussi savoir que le rendement d'un convertisseur de fréquence n'est pas du tout constant, il n'est pas à 95% dans toutes les situations, il dépend du point de fonctionnement. Donc ici, si on prend typiquement un convertisseur de fréquence qui a un rendement de 95% au point nominal, eh bien lorsque la vitesse est réduite de moitié et qu'on n'a qu'un quart de couple, eh bien le rendement n'est plus que de 83%.
Donc ça signifie qu'on ne peut pas considérer le rendement comme constant dans un convertisseur de fréquence en toutes circonstances. Ça signifie aussi qu'il ne faut pas trop surdimensionner le convertisseur de fréquence parce qu'à ce moment-là, il travaillera avec une charge qui sera faible et il aura un rendement qui sera péjoré. Voilà, je vous remercie. J'arriverai au bout de la présentation. Donc, il y a quelques liens encore. Vous avez le premier lien qui concerne APAWAD, donc le présent projet européen. Vous avez toutes sortes de conseils qui sont à disposition, la possibilité aussi d'avoir des formations. Vous avez l'outil Vellani, qui est l'outil méthodologique qui peut vous accompagner pendant toutes les phases d'une analyse. Vous avez le lien vers le programme Speed 2, qui lui conseils et soutien. Et puis vous avez le lien aussi sur Top Motors, où là vous avez d'autres outils qui sont proposés, ainsi que d'autres conseils. Et puis finalement, ProKilowatt, là il y a toutes sortes de programmes de soutien. Si le programme Speed 2 par exemple ne vous convient pas, vous avez des programmes plus spécifiques, Speed 2 étant pour tous les entraînements électriques. Vous avez en dessous encore mes coordonnées si vous avez des questions supplémentaires ou des thèmes que vous souhaitez discuter ou qu'on discute de vos projets. Voilà, donc vous avez maintenant la possibilité, ce n'est pas encore fait, de poser des questions. Et puis, je vous rappelle donc en fin de présentation encore ce petit questionnaire d'évaluation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à disposition pour quelques questions. Alors j'ai une première question. Dans vos analyses préliminaires, dans l'outil Vellani, vous ne demandez que quelques informations basiques. Comment pouvez-vous calculer des économies? Alors, c'est une bonne question. On ne le fait pas d'un point de vue, il ne s'agit pas d'un vrai calcul, il s'agit d'une estimation basée sur des données statistiques. On a un certain nombre d'informations sur des équipements quand ils sont vieux, récents, grands, petits, etc., qui nous permet en fait de déterminer, je dirais d'un point de vue statistique, que ben voilà, une pompe plus ancienne, plus vieille a plus de potentiel, etc. Donc c'est plus une estimation basée sur l'expérience. Donc on a fait une sorte de modèle. Par exemple pour les pompes, j'ai mis cet exemple plus bas. C'est une question de ce genre. Voilà. Vous avez ici une sorte de modèle d'estimation des économies et vous pouvez voir en haut qu'en fait on a défini en fait selon l'âge du moteur plusieurs catégories. Aussi selon la gamme de puissance, parce que typiquement les premières lignes, là, les pourcentages que vous voyez, ce sont les gains technologiques. Donc plus le moteur est petit, plus le gain technologique sera important. Ensuite, on a déterminé quel était l'effet du dimensionnement. Quand on travaille, quand on peut corriger un dimensionnement et qu'on peut le corriger de beaucoup, eh bien, le gain sera plus important. On a ensuite le débit variable, le fait de remplacer un débit variable par VAN par un débit variable par convertisseur de fréquence. On a aussi des potentiels qui dépendent aussi s'il s'agit de relevage ou de circulation. Et puis à travers ça, eh bien, on fait une estimation du potentiel global. Mais ça reste une estimation. L'idée en temps avec cette estimation, c'est de classer les équipements les uns par rapport aux autres, pas de donner une valeur absolue. C'est clair que les valeurs les estimations d'économie dans le cadre de l'analyse préliminaire, elles sont extrêmement grossières. Par contre, elles permettent de les classer les uns par rapport aux autres. Une autre question. Dans votre pratique, vous dites qu'il faut utiliser les moteurs synchrones seulement si on tourne à basse vitesse. Mais ne sont-ils pas meilleurs dans tous les cas? Alors, on dit que les moteurs synchrones correspondent à la catégorie IE5. Donc, c'est vrai qu'ils sont intéressants, ils ont un rendement qui est normalement qui est meilleur à toutes les vitesses. Néanmoins, il faut savoir que la différence du moteur asynchrone, le moteur synchrone, qu'il soit aimant permanent ou réluctant, il a besoin d'un convertir de fréquence. Donc si vous avez un équipement qui ne nécessite pas de vitesse variable, peut-être a besoin d'un démarreur, hein, un soft start pour démarrer, mais après il va rester à vitesse constante. Ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un moteur synchrone qui aura besoin d'un convertisseur. Sachant que dans le fond, plus on a d'équipements, hein, des équipements électroniques supplémentaires, etc., bah, c'est plus de potentiel de panne, etc. Au niveau du rendement, je dirais qu'un moteur synchrone avec le variateur, par rapport à un moteur IE4 asynchrone sans variateur, on est à peu près identique, quoi.
Le moteur synchrone est un tout petit peu meilleur, mais là, c'est pas super significatif. Une autre question. Vous avez parlé des programmes de soutien speed. En quoi est-il différent des autres programmes de soutien pour kilowatt? Alors j'ai dit un petit peu, ça, bon, il est déjà différent parce que c'est le programme dont on s'occupe nous, mais enfin c'est un programme qui se veut un programme généraliste dans le sens où il traite de tous les entraînements électriques. Il y a d'autres types de programmes qui sont des programmes, il y a des programmes pour les pompes, il y a des programmes de soutien, bah, notamment pour les pompes par exemple. Je sais que c'est un programme qui soutient, qui va soutenir en fait, pas tellement les analyses et encore moins les analyses de détail, mais qui va apporter un soutien, une aide à l'investissement. Bah, dans le cas de Speed 2, l'intérêt c'est qu'en fait, bah, il comprend les trois phases. Il y a un soutien bah, de 100% pour faire une préanalyse, et il y a une analyse de détail qui est proposée avec des gains tout à fait substantiels. C'est l'intérêt en fait, c'est l'objectif d'une analyse de détail, c'est de réussir à avoir des gains qui sont de 20, 40, 60 ou 80% dans le cas par exemple de pompe. Donc cet outil, pardon, ce programme a la particularité de proposer des analyses de détails, et ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'autres programmes. Après, ben, disons que le soutien pour les investissements, qui peut atteindre 40%, c'est ce qu'il y a de plus élevé possible, ben, par chance, parce qu'en fait, on l'a déposé au moment où ProKilowatt enfin, propose encore 40% de soutien maximum à l'investissement. Actuellement, pour les programmes plus récents, c'est seulement 30%. Donc voilà, il y a différents points qui font qu'il est particulièrement intéressant. Pas d'autres questions? Très bien. Bien, je vous remercie pour votre participation. Il y a toujours le questionnaire, donc je vous remercie ça nous aide parce que, comme vous le savez, donc comme vous l'avez lu, dans Apawatt, il y aura d'autres webinaires que nous aurons le plaisir de vous donner. Et puis, bah, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, ça sera d'autant mieux. Donc, je vous laisse encore compléter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, cette petite évaluation de ce webinaire. Bah, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir.